Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et le soir, la grande édition pendant 1 heure, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, Jérôme Powell qui était très attendu devant la commission bancaire du Sénat pour son témoignage semi-annuel. Jérôme Powell, le patron de la Fed, qui confirme le biais toujours très accommodant de la Banque centrale américaine. Il y a évidemment des perspectives d'amélioration pour l'économie américaine un peu plus tard cette année, mais nous sommes encore très loin de nos objectifs. Les progrès à venir seront lents et il faut encore des progrès supplémentaires, significatifs pour envisager de commencer à discuter d'un resserrement de la politique monétaire aux États-Unis. Il faut des progrès sur le marché du travail, sur le front de l'inflation également, notamment quand on regarde les secteurs qui ont été les plus affectés par la crise économique et la crise pandémique. Voilà les messages envoyés par Jérôme Powell aujourd'hui qui confirment donc, je le disais, le biais très accommodant de la Réserve fédérale américaine. Pas de changement à attendre pour plusieurs mois au moins, voire peut-être plusieurs trimestres sur le réglage de la politique monétaire. Mais les marchés, eux, sont toujours dans l'idée, l'anticipation qu'il y aura peut-être demain un peu plus d'inflation qu'aujourd'hui, y compris après les effets de base et les effets transitoires que l'on pourra observer dans les prochains mois. Et ainsi, les taux américains restent à leur niveau. On ne baisse pas sur le 10 ans américain qui reste entre 1,35 et 1,40% actuellement. Des taux qui remontent donc aux États-Unis avec des effets de diffusion sur l'Europe et qui contaminent d'une certaine manière une partie du marché action. On voit encore le secteur de la technologie qui souffre le plus en Europe, aux États-Unis, avec des secousses marquées sur quelques valeurs emblématiques, richement valorisées. C'est le cas de l'action Tesla aujourd'hui qui baisse actuellement de l'ordre de 5%. On a vu un plongeon de 10% quand même pour l'action Tesla au cours de cette séance. Tesla qui est désormais en baisse de plus de 20% par rapport à son pic atteint fin janvier. On avait touché les $900 sur le cours de bourse de Tesla. On est à $680 aujourd'hui, ce qui nous ramène sur les niveaux d'avant l'entrée de Tesla au sein du S&P 500. C'était le 21 décembre dernier. Tesla a toujours un sujet de débat important. On en discutera avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse, le dernier quart d'heure à partir de 19h15, nous parlerons d'Impact Investing, l'investissement à impact dédié aux marchés émergents. C'est une nouvelle stratégie qui a été lancée par l'Union bancaire privée. Et Mathieu Nègre, le responsable des actions émergentes chez UBP, sera avec nous en direct donc dans le dernier quart d'heure de cette émission. Un CAC 40 qui arrive à clôturer dans le vert ce soir. Résumé complet de cette séance avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,22% à 5779 points au terme d'une séance hésitante dans l'attente de la prise de parole de Jérôme Powell. Jérôme Powell qui a déclaré devant la commission bancaire du Sénat que la Fed maintiendra encore sa politique accommodante pour un certain temps alors que la reprise de l'économie américaine est selon lui inégale. Celle-ci reste selon le président de la Fed fragile à de nombreux égards et notamment en ce qui concerne le marché du travail. En ce qui concerne les craintes inflationnistes, Jérôme Powell estime que la pandémie a laissé une empreinte significative sur l'inflation et que celle-ci ne constitue pas une menace pour le moment. Un discours qui a eu tendance à rassurer les marchés ce soir, tandis que les rendements obligataires restent tendus aux États-Unis, avec un taux à 10 ans aux alentours des 1,36% et un taux à 30 ans aux alentours de 2,19%. En Europe, le Bund allemand se tend également après s'être légèrement détendu hier à la suite du discours de Christine Lagarde devant le Parlement européen qui avait annoncé suivre de près les rendements obligataires afin de s'assurer que les conditions de financement soient toujours favorables pour soutenir l'économie européenne dans la période actuelle. On notera d'ailleurs que l'inflation en zone euro repasse dans le positif pour atteindre 0,9% sur un an au mois de janvier. Par rapport au mois de décembre, les prix à la consommation progressent de 0,2%. Du côté des commodities à présent, si l'or reste stable à $1 800, le pétrole progresse de son côté. Le baril de Brent s'échange aux alentours des $65 ce soir, tandis que le WTI oscille aux alentours des $61, toujours dans un contexte de vague de froid aux États-Unis et d'immobilisation d'une partie des raffineries dans le pays. De manière plus générale, les matières premières ont le vent en poupe. Les métaux précieux, les métaux comme l'argent, le palladium, le zinc ou encore le nickel étaient recherchés aujourd'hui. Du côté des valeurs à suivre à la bourse
Bourse de Paris. Dans un premier temps, Total annonce avoir fait entrer 2 actionnaires, la Banque des Territoires et Crédit Agricole Assurance, au capital de 2 portefeuilles projets d'énergie renouvelable en France à hauteur de 50% chacun. Total qui progresse ce soir, porté également par la hausse des prix du pétrole. On notera à Paris la progression des valeurs de l'aéronautique avec notamment Airbus qui figure parmi les valeurs en tête du CAC 40 ce soir, mais aussi Safran ou Thales qui sont liés au secteur à la suite des nouveaux déboires de Boeing sur son modèle 777. Air France est également bien orienté ainsi que Accor ou les foncières avec la perspective de l'allègement des mesures de restriction au Royaume-Uni. On notera également face à la progression de certaines valeurs cycliques le recul des valeurs liées à la technologie sur le CAC 40 comme Worldline ou encore ST Microelectronics dans le sillage du recul des valeurs tech à Wall Street sur fond de valorisation jugée excessive après avoir compté pendant plusieurs mois parmi les valeurs les plus recherchées à Wall Street. Wall Street où le Nasdaq perd d'ailleurs un peu plus de 1% à l'heure de la clôture parisienne après la perte d'environ 2,5% affichée en clôture hier soir. Et parmi les valeurs de la tech qui recule, on notera notamment Tesla qui perd un peu plus de 20% sur un mois, pénalisé par le recul généralisé des valeurs de la tech, mais Tesla qui pâtit également du recul du Bitcoin où l'entreprise a investi 1,5 milliard de dollars. Le Bitcoin qui, après avoir dépassé les 55 000 dollars ces derniers jours, corrige pour revenir aux alentours des 45 000 dollars aujourd'hui. Et du côté des valeurs, toujours à l'international, on notera que HSBC annonce un bénéfice net en recul de 35% à 3,9 milliards de dollars donc pour son exercice 2020. Un recul en lien avec les baisses de taux d'intérêt, mais aussi à cause d'une forte hausse des pertes sur crédit attendues qui passent de 6,1 milliards de dollars à 8,8 milliards de dollars à cause de la pandémie selon la banque. HSBC qui a également annoncé se désengager de la banque de détail aux États-Unis pour se recentrer en Asie. Asie où la banque réalise 90% de ses bénéfices. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs prendront connaissance en France du climat des affaires pour le mois de février. En Allemagne, ils prendront connaissance de l'estimation du PIB pour le 4e trimestre 2020. Et du côté des entreprises, les investisseurs prendront connaissance des résultats annuels de Worldline, d'Accor, d'Eiffage ou encore de Technip FMC. Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Bazissière est à nos côtés en plateau, le président d'Equity GPS. Bonsoir et bienvenue Gilles. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Adrien Dumas de nous accompagner également. Bonsoir Adrien. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur des investissements de Mandarine Gestion. Félicitations au passage pour ces nouvelles fonctions et cette nouvelle responsabilité au sein de Mandarine Gestion. Et Vincent Chéniaud qui est avec nous à distance en visioconférence, le directeur de la recherche marché de Generali Investments. Bonsoir et bienvenue à vous Vincent. Je commence avec vous Vincent parce que Jérôme Powell était évidemment très attendu dans un contexte de remontée des rendements obligataires avec des taux réels également qui depuis quelques jours commençaient à remonter aux États-Unis. Que retenez-vous du discours, du témoignage de Jérôme Powell devant le Sénat, la commission bancaire du Sénat aux États-Unis? Il faut noter qu'en parallèle du discours de Jérôme Powell, sans doute encore très accommodant, les réactions de marché sont assez intéressantes. C'est-à-dire que ni les taux ni le dollar ne baissent franchement sur le discours de Jérôme Powell. Que faut-il en retenir, Vincent? Non, je pense que M. Powell ne s'est pas ému outre mesure de la remontée des rendements qui, pour lui, reflète essentiellement une amélioration des perspectives économiques et en quelque sorte, la politique de reflation qui est en place est en train de fonctionner. Ceci dit, M. Powell dit que la Fed est encore très loin d'avoir rempli ses objectifs, aussi bien en termes d'emploi que d'inflation. Et donc, pour l'instant, il n'y a aucune raison pour que la Fed commence à ralentir typiquement ses achats, puisque ce sera le premier signal de retrait de la Fed. Mais M. Powell ne donne aucun signal dans ce sens. Donc, on reste dans l'idée d'une reprise économique qui va être très forte sur le second trimestre et puis au cours de l'été. Et dans le même temps, un soutien de politique économique qui reste extrême, puisqu'on attend les décisions budgétaires très prochaines aux États-Unis, et on a la Fed qui continue d'acheter 120 milliards par mois. Donc on a cette combinaison tout à fait inhabituelle d'une économie
qui est en train de rebondir ou qui s'apprête à rebondir très fortement, et en même temps un soutien de politique économique qui est sans précédent. Et effectivement, c'est un facteur, ce sont des facteurs inhabituels et très forts pour les marchés. Justement, Vincent, et c'est vrai que le discours de Jérôme Powell reste suffisamment flou pour que chacun puisse se livrer à son interprétation effectivement de l'amélioration nécessaire pour l'économie américaine afin de permettre à la Fed peut-être de commencer à retirer graduellement un peu de liquidité. Est-ce qu'on peut préciser ce que sont les objectifs d'amélioration que se fixe Jérôme Powell, des améliorations qui doivent être encore substantielles? Est-ce qu'on parle justement de ce deuxième trimestre, de cet été également qui va être très booming pour l'économie américaine? Est-ce que ça peut être suffisant pour observer, constater une nette amélioration au regard des critères qui peuvent être ceux de la Réserve fédérale américaine aujourd'hui? Est-ce qu'il en faudra beaucoup plus? Est-ce qu'on peut déterminer une sorte de calendrier sur la base de ce que nous dit Jérôme Powell aujourd'hui, Vincent? Selon nous, le fameux tapering, puisque la réduction des achats aujourd'hui de 120 milliards par mois, le tapering n'interviendra pas avant le début de l'année prochaine. Il pourrait être annoncé en fin d'année, mais il n'interviendra pas avant ça. Il faut quand même garder en tête, bien entendu, que la Fed, l'année dernière, a modifié ses objectifs et que, en l'occurrence, ils ont maintenant un objectif d'inflation moyenne, et après une longue période de sous-inflation, d'inflation trop basse, la Fed va accepter une inflation trop haute temporairement. On sait que l'inflation va fortement monter d'ici l'été, puisque l'inflation sous-jacente, le core PCE, va probablement monter au deuxième trimestre, début du deuxième trimestre, vers les 2,5% et rester au-dessus de 2% sur toute l'année. Mais la Fed ne va pas s'en émouvoir outre mesure du fait de ce nouvel objectif. Quant à l'emploi, on est encore très loin du plein emploi tel que le définit la Fed. Vous savez que la Fed a un objectif d'emploi qui est maintenant plus inclusif, qui en particulier doit bénéficier aux bas revenus. Donc là encore, d'ici la fin de l'année, la Fed n'aura pas retrouvé son objectif. Donc effectivement, la Fed va prendre son temps. Et c'est un élément important pour les marchés d'actifs risqués. Après, la grande question, c'est de savoir quel sera l'impact sur le marché obligataire. Est-ce que cette politique accommodante va permettre de maintenir les taux longs sur des bas niveaux? Je pense qu'à ce niveau-là, on a encore de la place pour que les taux longs remontent. La Fed, en quelque sorte, peut contrôler les taux réels à travers ses achats d'obligations, et encore, pas totalement, mais elle ne peut pas complètement contrôler les anticipations d'inflation. Et en l'occurrence, dans un contexte de boom économique, avec une politique économique très accommodante, les anticipations d'inflation peuvent continuer de grimper et avec eux, les rendements Treasury. Alors, la Fed va être en retard et c'est sa stratégie d'être en retard évidemment. Jusqu'où peut-elle être en retard, Vincent? Est-ce qu'il y a un cas? Comment est-ce que vous sous-pesez les chances d'avoir une inflation durablement plus soutenue demain pour l'économie américaine, au-delà des effets transitoires et des effets liés à la forte reprise économique qu'on va connaître dans les trimestres devant nous? Qu'est-ce qu'on peut imaginer après de la dynamique d'inflation, notamment en lien avec le marché du travail américain? Est-ce que vous voyez un cycle plus inflationniste une fois ces effets transitoires passés, ou est-ce que c'est plutôt l'idée d'un retour à la normale qui prévalait avant la crise pandémique? Absolument, Grégoire. Et M. Powell nous dit bien aujourd'hui que la hausse de l'inflation au printemps va être transitoire. Elle est due à des phénomènes qui sont temporaires, techniques, et la question demeure sur l'inflation à plus long terme. Le marché est très clairement en train de pricer une hausse de l'inflation dans le futur, quoique dans les points morts d'inflation qu'on observe sur le marché, il y a une composante anticipation et une composante prime de risque. Ce qui est très clair, c'est que l'incertitude sur l'inflation est en train de monter très fortement. On a des arguments dans les deux sens concernant l'inflation, notamment un output gap qui reste encore négatif, donc des ressources disponibles, une compétition qui est très forte, notamment via le digital. Mais de l'autre côté, on a ce soutien de politique économique qui est sans précédent. Je rappelle quand même que M2, la masse monétaire, en croissance d'environ de 25% en glissement annuel. Dans le même temps, on a un stimulus budgétaire qui est extrêmement fort. Donc est-ce que ça ne va pas durablement changer les anticipations d'inflation
qui elles-mêmes, on le sait, sont centrales dans le processus inflationniste. On a encore d'autres points d'interrogation, notamment sur les salaires. Vous savez que dans le stimulus fiscal, on a éventuellement une hausse des salaires, un doublement du salaire minimum sur 5 ans. On n'est pas tout à fait certain que ça va passer, en tout cas pas dans cette ampleur. Mais là encore, ce que décideront les démocrates, le Sénat en particulier en la matière, sera très important pour l'inflation. Donc il y a vraiment un point d'interrogation sur l'inflation à moyen terme et cette incertitude ne veut pas être levée rapidement. Et encore une fois, dans un contexte de très forte croissance au printemps et à l'été et d'inflation également temporairement très forte, inévitablement, le marché va s'interroger et va s'inquiéter des risques de hausse durable de l'inflation. Bon, messieurs, vos commentaires, vos réactions. Alors, ce qui est intéressant, c'est sur le marché action, peut-être, Adrien Dumas, de voir des investisseurs qui sont de plus en plus tiraillés. Je comprends que le narratif de reflation était perçu comme constructif. L'idée inflationniste est peut-être plus négative pour l'investisseur action. Est-ce qu'on a un moment un peu de friction, de bascule peut-être là chez les investisseurs actions ? Oui, effectivement. Alors, il y a deux façons de voir les choses. La première, c'est en termes d'allocation. Effectivement, les secteurs qui sont favorisés par un scénario de reflation vont retrouver l'appétit des investisseurs. Ça, c'est clairement vu maintenant depuis le début de l'année. Donc tout ce qui est très exposé au taux favorablement sont les secteurs qui ont plutôt bien performé, là où les activités à duration longue avec de la forte visibilité ont eu des performances plutôt faibles, voire très négatives. On parlera tout à l'heure de quelques exemples de secteurs ou de valeurs. Donc ça, déjà en termes d'allocation, ça se traduit. Et puis effectivement, la deuxième question qui vient après, c'est est-ce qu'on va pas, parce que l'inflation va pas trop vite, est-ce que cette remontée des taux va pas trop vite, elle sera négative en termes d'allocation pour la classe action par rapport à d'autres classes d'actifs. Et là, il faut bien avoir en tête deux éléments. Le premier, c'est qu'une remontée des taux rapide, ça pose quand même pas mal de questions pour les bilans des entreprises. On est quand même en phase de sortie de crise. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont encore très endettées alors qu'ils se sont refinancées. Mais voilà, on voit bien qu'une hausse des taux aurait des conséquences quand même importantes sur la croissance attendue des résultats pour l'année prochaine et surtout pour 2022. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Il y a aussi la capacité à passer l'inflation aux clients. Hein. Ouais. La notion de pricing power qui est quand même aussi difficile dans une période alors certes de boom économique, mais où on voit bien que le consommateur va rester exigeant et que ça va être compliqué pour pas mal d'industries de passer cette inflation-là. Donc voilà, la question pour les investisseurs actions, c'est l'impact sur les marges, sur les résultats d'un scénario plus inflationniste à 2-3 ans. Et là, effectivement, il y a encore là aussi beaucoup de questions ouvertes. Et en tout cas, des manières à s'inquiéter potentiellement, effectivement, dans l'impact de ces éléments sur les croissances de résultats. Gilles Bazicyr, vos commentaires là aussi. Hein, l'inflation est au cœur de tout en ce moment. C'est vrai que c'était une arlésienne pendant des années. On a l'impression que peut-être là, on a un cas plus favorable, plus solide sur l'idée d'une inflation demain. Si je pars des ratings qui sont réajustés quotidiennement chez Equity GPS, le rating mondial, je crois que je ne l'ai jamais connu aussi bas, Gilles. Si, avant, alors c'est que je m'en souviens plus, voilà. Mais ça fait longtemps qu'on se connaît et qu'on se parle. 2,4 sur 10 pour les actions mondiales. C'est ça, donc ça veut dire que le marché mondial a été moins intéressant à détenir pour les investisseurs longs dans 24% des cas seulement dans le passé. Donc on commence à se situer dans des zones qui sont plus proche d'une surévaluation patente que d'être investi à 100% ou plus, comme certains investisseurs actuellement sont investis à plus de 100%. Ceci étant dit, les marchés actions ont tendance à monter sur le moyen terme, le moyen et long terme. Donc 2,4 sur 10, ça a correspondu dans le passé à des performances nulles. Moyenne des marchés actions dans le monde. Donc ça veut dire qu'on est quand même maintenant, alors que vous vous rappeliez il y a quelques trimestres, on avait des potentiels de performance. On vient de 7, 8, 9 sur 10, c'est ça sur les ratings, qui correspondait à 30, 40 ou 50% de performance annualisée à horizon 3 mois. Et on a eu plus que ça sur certaines des périodes. Depuis 12 mois. Donc on a une posture qui est beaucoup plus neutre, clairement neutre, voire légèrement réservée sur les marchés actions mondiaux. Et vous savez que nous aimons bien simplifier les problèmes complexes et nous regardons l'appréciation par le marché du risque inflationniste par les taux longs.
et l'évolution des taux longs. Et comme les taux longs sont en train de monter, c'est puissamment défavorable en relatif pour les marchés actions. Sans compter le fait que, bien sûr, les cours ont monté, ce qui fait une deuxième raison d'être beaucoup moins positif aujourd'hui sur les actions au sens large. 2,4 sur 10, ça reflète quelque chose d'homogène au sein des marchés actions, ou est-ce qu'au contraire, justement, c'est un faux chiffre, ou en tout cas un chiffre qui nécessite peut-être de regarder les choses plus précisément. C'est une vue d'hélicoptère. Ultra synthétique. Ouais. Et quand on regarde à un niveau granulaire un peu plus fin, celui des secteurs ou des pays ou des intersections secteurs-pays, là, clairement, on a une dichotomie telle qu'on a rarement vue dans le passé entre des ratings très mauvais sur les secteurs de croissance, défensifs, et qui ont bénéficié de la baisse des taux longs depuis 25 ans, maintenant. Pour incarner, c'est quoi la tech? C'est l'IT. Alors, la tech, on a 0 sur 10 sur la tech. D'accord. Donc là, c'est au trop niveau cher. mondial. C'est trop cher, quoi. Alors, en moyenne. En moyenne. Bien sûr, comme on a une couverture de 95% de la capitale boursière mondiale, on trouve toujours des valeurs dans la tech qui sont attractives à détenir, selon nous. Mais au global, c'est vraiment pas du tout un secteur, selon nous, à surpondérer aujourd'hui. L'agroalimentaire fait partie de ce secteur l'agroalimentaire aussi. peut faire partie de ce secteur, oui, mais plus clairement, c'est la santé au sens large, également un très très mauvais rating sur la santé. À l'inverse, des ratings très élevés, encore et toujours, sur les banques, sur les mines et métaux, sur les matériaux au sens large, et sur tous les secteurs cycliques, à une exception près, quand même, qui est un sous-secteur, qui sont les compagnies aériennes. Là, on considère que les compagnies aériennes sont assez dangereuses au niveau actuel. Elles sont très jouées. Il y a beaucoup de rachats de shorts, sans doute. Mais il ne faut pas oublier qu'elles ont dû se refinancer pendant toute la période difficile et qu'il est probable que les profits futurs, s'ils reviennent, et si en effet l'effet des vaccins est aussi favorable qu'on peut l'espérer sur l'économie mondiale, une grande partie des résultats ira aux détenteurs d'obligations et de dettes. Et beaucoup moins aux porteurs actions. Il n'est pas impossible qu'on continue de revoir à terme, d'ailleurs, une poursuite d'augmentation de capital dans ce secteur. Donc là, c'est un secteur cyclique que nous n'aimons absolument pas aujourd'hui. D'accord. Même s'il profite quand même à plein quand même de la perspective de réouverture, vous dites sur des perspectives, des horizons de long terme, vous dites il y a mieux à faire. Il y a beaucoup mieux à faire. Beaucoup mieux à faire, selon nous. Ouais. Vincent Chéniaud, je reviens vers vous avec là aussi la vision globale qu'on peut avoir des marchés face à cette remontée des rendements obligataires, des marchés actions. Est-ce qu'on a une idée du niveau de douleur ultime qui ferait que le cas action deviendrait moins intéressant? Est-ce qu'on en est encore loin avec l'idée évidemment qu'il faut peut-être faire des arbitrages et des choix différents aujourd'hui avec le niveau des taux d'intérêt et la perspective peut-être d'une poursuite de cette remontée des taux longs? Est-ce que le marché action est encore résilient à cette remontée des taux, Vincent? Oui, alors je ne pense pas qu'il y ait un niveau magique de taux longs qui deviennent rédhibitoires pour les actions. En tout cas, je pense qu'il est un peu trop tôt pour s'alarmer. En particulier, il faut garder en tête que la hausse des taux longs qu'on a observée a été réalisée essentiellement par les anticipations d'inflation. Si on regarde le Treasury 10 ans américain, qui a augmenté depuis le mois d'août de 85 points de base, ça s'est fait environ 65 points de base sur les anticipations d'inflation et 20 points de base très récemment sur les taux réels. Cette hausse de 20 points de base des taux réels n'est pas suffisante, je pense, pour menacer l'équilibre financier global. Ensuite, on n'a pas de niveau magique, mais on peut comparer le rendement des actions et le rendement des obligations. Alors, c'est vrai que la prime de risque a baissé aux États-Unis et qu'on se rapproche de 3, et effectivement, c'est pas très élevé. C'est quand même beaucoup plus confortable en Europe, où on a des earnings yield qui sont très largement supérieurs au rendement obligataire, avec des écarts là, de plus de 5 points, qui restent quand même relativement confortables. Donc je ne pense pas
qu'on ait atteint un niveau de rendement obligataire qui menace à ce jour le marché action dans son ensemble. Mais c'est sûr que on est dans un nouveau paradigme financier. On a eu l'occasion d'en parler précédemment, avec des valorisations qui vont être tirées et des corrections qui vont être plus fréquentes. Donc l'aspect tactique est important. À propos d'Europe, Vincent, comment est-ce que vous expliquez le fait que Christine Lagarde se soit sentie obligée hier de réagir à la diffusion de la hausse des taux aux États-Unis sur la partie européenne? Alors dans une moindre mesure, hein, c'est pas une corrélation parfaite, mais c'est vrai qu'on suit un peu le mouvement avec quand même beaucoup moins de force. Le 10 ans français est à peine revenu à zéro. On n'a pas encore revu un 10 ans français positif. Comment est-ce que vous comprenez le fait que Christine Lagarde, encore une fois, se soit sentie obligée de réagir à ce phénomène dès hier en indiquant que la BCE surveillait, monitorait, comme on dit dans le langage des banquiers centraux, la remontée des rendements obligataires? Oui, alors la BCE, cette nouvelle BCE, sous la présidence de Madame Lagarde, semble en effet très proche des marchés, puisque la BCE s'était déjà émue de la hausse de l'euro et avait rappelé il y a quelques semaines, quelques mois, que une nouvelle baisse de taux n'était pas à exclure, ce qui était clairement un effet d'annonce pour essayer d'endiguer, de limiter la hausse de l'euro. Et maintenant, elle s'inquiète, elle s'émeut de la hausse des rendements obligataires. Elle a été moindre qu'aux États-Unis, mais c'est vrai que sur la partie très longue de la courbe, sur le 30 ans et au-delà, on a quand même des mouvements significatifs, puisque le 30 ans euro, swap ou Bund ou presque OAT, les taux 30 ans ont monté d'environ 45 points de base quand même depuis la mi-décembre. Donc c'est quand même significatif et c'est sûr que sur les conditions financières, le niveau des rendements longs a un impact important. Donc la BCE s'en émeut. Après, est-ce que cette intervention verbale est crédible? Que peut faire la BCE? Est-ce qu'elle pourrait augmenter ses achats d'obligations à un moment, au printemps et à l'été, où l'économie va s'améliorer, où également en Europe, on a une hausse sensible de l'inflation? Je rappelle que l'inflation sous-jacente, le core CPI, est passé de 0,2 à 1,4%. Là encore, des phénomènes temporaires, mais je pense qu'il y a quand même un petit manque de crédibilité à ce niveau-là. Et je ne pense pas que la BCE va intervenir de façon significative pour juguler cette hausse des rendements. Ils pourraient augmenter tactiquement leurs achats d'obligations, notamment gouvernementales, mais ça me semble quand même relativement improbable. En tout cas, pas dans une mesure très importante. Bon. Tous ces sujets vont continuer de se dérouler tout au long de cette année. Enfin, on va avoir des marchés qui vont tester les banques centrales et un challenge de communication toujours du côté des banquiers centraux, la Fed, la Banque centrale européenne. On est donc au cœur du sujet pour les investisseurs pour cette année 2021. Si on regarde de manière un peu plus précise certains acteurs du marché, je voulais qu'on parle de Tesla avec vous, Adrien Dumas chez Mandarin Gestion. On en parlait il y a un mois et demi avec vous, un mois avec vous. Vous êtes toujours actionnaire de Tesla à travers les fonds de Mandarin Gestion que vous pouvez superviser, Adrien. Tesla est un cas intéressant, à l'intersection sans doute de plusieurs sujets qui préoccupent les investisseurs aujourd'hui. Valeur verte, valeur sensible au niveau des taux d'intérêt et pas forcément dans le bon sens au regard de la valorisation de l'entreprise. Valeur qui est peut-être devenue aussi un proxy Bitcoin, une approximation du Bitcoin depuis qu'on a appris qu'un peu moins de 10% de la trésorerie avait été placée en Bitcoin. Comment est-ce que vous expliquez, je ne sais pas si on peut faire une hiérarchie des facteurs qui expliquent la baisse de 20% plus de Tesla par rapport à son point haut de mi-janvier, fin janvier, c'était à $900, on est à moins de $700. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Tesla baisser de plus de 20%. Oui, tout à fait. Si j'essaie effectivement de graduer ou de déterminer une logique, la première, c'est quand même qu'on a eu un effet de flux important. Rappelez-vous, avec l'entrée de Tesla au S&P 500. Donc ça a fortement tiré effectivement le titre à un moment où on avait un appétit notoire pour les valeurs vertes.
Donc on a eu effectivement un alignement des planètes assez fort pour le titre et des performances commerciales qui étaient totalement au rendez-vous, avec des bonnes surprises sur les livraisons, que ce soit aux États-Unis et en Chine. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Donc effectivement, déjà, on a un scénario de taux qui effectivement change un peu la donne. On parle de nouveaux paradigmes. Donc effectivement, dans ces marchés-là, on est plus attentif à la valorisation. Et donc Tesla est typiquement le genre de valeur sur lesquelles on se pose des questions sur la valorisation assez fréquemment. Premier élément. Deuxième élément, l'engouement pour les valeurs vertes qui s'est un peu essoufflé pour deux raisons. Il y a un peu moins de news flow sur le sujet depuis l'élection et la validation de la majorité démocrate au Sénat début janvier. C'est vrai qu'on n'a plus eu d'annonces très spectaculaires sur des nouveaux plans, des nouvelles normes, des nouvelles contraintes qui favorisent ce type de valeur. Donc on a eu là aussi un essoufflement, c'est évident. Et dernier élément, moi qui me semble important, c'est qu'on a, sur le cas plus fondamental Tesla, deux nouvelles questions qui sont apparues. La première, c'est Apple qui fait quand même beaucoup de bruit sur sa volonté de rentrer dans le marché des véhicules électriques. On peut douter ou pas de la crédibilité. En tout cas, visiblement, sur le mois et demi qui vient de s'écouler, ils ont rencontré énormément d'acteurs de la chaîne de valeur, alors ça va à la fois du stockage, des batteries, de la capacité de production pour réfléchir à un produit. Donc on pourrait quand même avoir un concurrent sérieux en face de Tesla, même s'il en existe déjà des concurrents sérieux, mais en tout cas qui a des poches très profondes et de l'argent à investir. Premier élément. Et deuxièmement, vous avez parlé de l'investissement en Bitcoin. Voilà, moi qui suis investisseur dans Tesla, j'ai un peu Comment vous avez reçu la nouvelle? J'ai vous avez réduit la position parce que là, j'ai l'impression. Alors, on peut donner du crédit et sur la vision de Elon Musk. L'idée, c'est pas du tout de remettre ça en cause. Qui considère que le Bitcoin est un investissement intéressant. Bon, visiblement, il a déjà fait un bon pari, ce qui est déjà plutôt bien investi. Mais moi, pour l'investissement fondamental, oui, je me pose des questions sur sa capacité à rester focalisé sur l'exécution du projet Tesla. Il a un grand challenge qui est son ouverture de sa capacité en Allemagne qui prend 3, 6, 12 mois de retard maintenant, donc sur lesquels on attend plutôt qu'il se concentre. Il est déjà au 4e, je crois, manager d'usine en Allemagne, donc il y a quand même quelques petits soucis. Et puis voilà, la concurrence montant et des nouveaux métiers aussi dans la partie stockage d'énergie s'ouvrant. On préférait qu'il reste un peu concentré sur l'activité de Tesla plutôt que d'aller investir effectivement 1,5 milliard dans le Bitcoin. Je rappelle quand même que 2 semaines avant cette annonce d'investissement dans le Bitcoin, Tesla fait une augmentation de capital pour 4,5 milliards. Donc voilà, il y a des montages financiers et une stratégie financière qui est quand même qui peut perturber un peu, à mon avis, l'exécution et le management. Donc, mais vous dites, un des risques fondamentaux pour Tesla, finalement, c'est que Elon Musk se disperse. Oui, bon, il s'est déjà dispersé. Il a géré l'Hyperloop, SpaceX, Tesla en même temps. Alors, il se diversifie, c'est bien, mais il ne faut pas qu'il se disperse trop. Tant que tout fonctionne et qu'on n'a rien à lui reprocher sur l'exécution, on peut lui laisser, on peut lui donner pleine confiance. Là, aujourd'hui, je pense qu'il y a des questions importantes à régler d'un point de vue fondamental à 6-12 mois sur la qualité d'exécution. Et on préférait qu'il soit concentré là-dessus. Comme il a réussi effectivement à rencontrer les attentes sur sa capacité à délivrer un certain nombre de centaines de milliers de véhicules par an, il faut qu'il se concentre aujourd'hui sur le fonctionnement opérationnel et la montée en charge de ces usines, notamment celle en Allemagne. Oui, tout à fait. Puis des nouveaux modèles. Tesla est beaucoup attaqué sur des modèles citadins. Ils sont très peu présents aujourd'hui, puisque c'est vrai que ni le marché américain ni le marché chinois sont des modèles citadins. Si Tesla veut crédibiliser ses parts de marché en Europe, ils vont forcément réfléchir à un modèle. On parle du Tesla Model 2, qui sera une petite citadine pour faire face justement au développement de notamment les acteurs européens pour lesquels visiblement ils auraient un marché et des capacités à se développer. Donc voilà, il y a plein de questions de développement sur lesquelles on aimerait effectivement que Tesla et Elon Musk passent plus de temps plutôt qu'effectivement d'aller investir sur le Bitcoin. Mais bon. Vous disiez également il y a un mois, Adrien, quand je vous demandais qu'est-ce qui vous fera vendre Tesla, c'est la montée en puissance de la concurrence. Il y a peut-être un nouveau concurrent là qui vient d'arriver public, comme on dit aux États-Unis, à travers un SPAC, donc ces véhicules destinés à signer des acquisitions, un SPAC qui s'appelle Churchill et qui vient de signer son acquisition en mettant en bourse, c'est un montage un peu financier, une fusion renversée, on va dire, une société qui s'appelle Lucid, qui est peut-être le premier pure player américain concurrent de Tesla dans le véhicule électrique. C'est une société californienne
qui a été monté par un ancien ingénieur de Tesla. La boîte combinée, la Churchill plus Lucid, ça vaut 24 milliards de dollars, comme ça, d'un coup d'un seul. Oui, c'est la beauté des SPAC. Crédibilité, on met effectivement à la technologie qui sera derrière. Effectivement, comme c'est quelqu'un qui vient de chez Tesla, on va lui donner du crédit pour avoir ramené son carnet d'adresse et discuter effectivement avec les bons fournisseurs et bien travailler la technologie. Bon, voilà, c'est difficile de dire si ça sera un concurrent sérieux de Tesla. Ce qui est sûr, c'est que le nombre effectivement d'acteurs qui investissent massivement dans ces sujets de mobilité propre augmente tous les jours, et que dans les acteurs sérieux, on peut noter 2-3 grands Chinois qui ont l'avantage d'avoir un marché domestique qui va leur être principalement réservé, parce que on voit bien qu'il y a des enjeux protectionnistes sur ces technologies, sur ces savoir-faire. La Chine va tout faire pour qu'il y ait un acteur chinois qui émerge. Les États-Unis favorisent aussi Tesla, on l'oublie souvent, mais dans le plan de relance de Joe Biden, il y a la volonté de donner des subventions aux véhicules électriques fabriqués aux États-Unis. Et à part Tesla, il n'y en a pas, parce que même General Motors fait la majorité de ses composants au Mexique ou au Canada. Donc voilà, c'est des enjeux protectionnistes importants. Donc, il va émerger un grand acteur chinois, il va émerger certainement d'autres concurrents à Tesla, et je le redis, je pense qu'Apple me semble un sujet qu'il faut suivre, parce que c'est crédible, parce qu'il y a de l'argent, parce qu'ils ont des savoir-faire et des fournisseurs qui sont dans les mêmes métiers. Un véhicule électrique, c'est un software, un système d'exploitation, donc ce que maîtrise plutôt bien Apple, et puis tout ce qui est autour des caméras, des sensors, voilà, donc des métiers sur lesquels Apple a des grosses compétences et connaît des écosystèmes de fournisseurs et de technologies, donc à suivre. Bon, sur le sujet Tesla, toujours passionnant, et je le disais qu'il y a l'intersection de plein d'enjeux. Gilles, qu'est-ce que vous inspire? Déjà, Tesla, la note de Tesla chez Equity GPS 2 sur 10. 2 sur 10. Donc, très réservé. Et pour nos clients conseillers, pour nos hedge funds, clients hedge funds conseillers, on leur suggère d'être short. Ah oui, carrément. Il y a beaucoup de façons de commenter de façon négative l'évolution future, et non pas passée du cours de Tesla. Le premier, c'est ce qu'Adrien mentionnait, c'est la concurrence. Mais c'est une double concurrence. On a une concurrence à la fois financière, avec beaucoup d'entreprises qui sont attirées par la valorisation très élevée du titre Tesla, et pour coter ou intéresser des investisseurs, parce qu'on regarde souvent le monde coté, mais le monde du non coté est également très important et bénéficie également de façon très importante des flux de reflation dans le monde actuel. Et ça, quelque part, ça réduit l'attrait, l'unicité du titre Tesla pour les porteurs intéressés, les investisseurs intéressés par la mobilité verte. Ça, c'est un premier point. Et donc, il y aura de plus en plus de concurrence. Et donc, de plus en plus de gens vont avoir d'autres choix que Tesla pour acheter des titres censés leur donner une exposition à la mobilité verte. Deuxième concurrence, c'est bien sûr les nouvelles sociétés spécialisées dans le domaine de la mobilité électrique, ou plus largement de la mobilité bas carbone, ou zéro carbone, ça peut dépasser l'électricité. Et enfin, les incumbents. Il ne faut pas oublier nos bons vieux Stellantis, Daimler, BMW, dont le patron a récemment dit, d'ailleurs, je crois que c'était hier ou avant-hier, que selon lui, la croissance, Tesla aurait plus de mal à croître à l'avenir que dans le passé. Si je ne dis pas de bêtises, Volkswagen a vendu plus de véhicules électriques en Europe que Tesla au terme de l'année 2020. Oui, non, mais ça paraît évident. Et donc, ça monte, quoi. Et tout ça, ça fait de la concurrence pour les clients, mais ça fait également de la concurrence pour le talent technologique pour attirer les profils les plus prometteurs dans ces entreprises-là. C'est de la concurrence technologique aussi. Parce qu'en fait, au fur et à mesure du développement, toutes les entreprises font des paris plus ou moins différents sur des technologies, etc. Et donc, il est de plus en plus compliqué de parier sur une technologie seule qui gagnerait. Il y a sans doute, il y en a sans doute beaucoup. Et donc, l'unicité de Tesla est passée et vouée à disparaître. Un autre élément qui est assez important, que mentionne Adrien également, c'est la gouvernance. Je vais employer des termes un petit peu plus durs, mais un investisseur qui souhaiterait investir dans des crypto-monnaies quelconques, il n'a pas à investir dans Tesla
pour ce faire, ça brouille énormément la visibilité du titre. Et clairement, ça illustre aussi le caractère sans doute un peu imprévisible. C'est peut-être une erreur. De la part d'Elon Musk. Alors, c'est pas une erreur quand il s'agit de créer une entreprise et d'être déterminé pour traverser le scepticisme général, pour mettre en place des projets ambitieux. Mais par contre, ça l'est quand on est à la tête d'une société, d'une capitalisation boursière maintenant gigantesque. Et sans doute sensible à beaucoup d'éléments en matière de storytelling. Et d'ailleurs, Musk l'a dit lui-même récemment à ses salariés. Il ne fallait pas louper le dernier trimestre de résultats parce que sinon, le cours de bourse pouvait retomber comme un soufflet. Alors, c'est quand même... Enfin, là aussi, disons, ça fait partie du personnage. Et au fur et à mesure du temps, ça va jouer sans doute plutôt négativement que positivement, selon nous. Bon, ce sera à suivre. Vincent, alors sans être Tesla spécifique, mais l'idée c'est quand même derrière ce thème green, ces green stocks, on voit quand même, elles étaient évidemment très richement valorisées. On voit quand même une forme de dégonflement, alors sur ce thème de la transition énergétique, des pure players, de l'énergie verte. Qu'est-ce que ça nous dit peut-être des intérêts du marché aujourd'hui? Et il y a quand même une forme de paradoxe, parce que cette transition énergétique, elle est toujours nécessaire, peut-être encore plus rapidement que ce qu'on pouvait imaginer il y a quelques années. Et en même temps, on voit déjà qu'on a peut-être atteint des valorisations excessives pour des investisseurs rationnels ou raisonnable. Comment vous regardez cette situation, Vincent ? Oui, le problème, c'est qu'on a des sujets ici qui se croisent. Ce n'est pas simplement un sujet de green, c'est aussi un sujet de technologie. Et on sait que certains secteurs ont très bien traversé la crise Covid avec des afflux importants. Donc on pense à la technologie, dans une moindre mesure à la santé, mais on pense également au fonds ESG. Donc là, il y a eu des afflux très, très importants qui ont tiré les valorisations de certaines valeurs à la hausse. Et aujourd'hui, on a un contre-coup sous l'effet de la hausse des taux longs, qui clairement est une mauvaise nouvelle pour les valeurs de croissance, et notamment la technologie. Donc ce n'est pas simplement un effet green. Je pense que l'effet green, l'effet transition énergétique, il est quand même durable. Et il va être persistant. Après, on a également la hausse du prix des matières premières et du pétrole, donc des énergies plus traditionnelles, qui vient également affecter les valorisations. Donc on a plusieurs sujets qui s'entrechoquent. Je crois que le sujet de la transition, le sujet du green va perdurer, et les flux vers ces fonds-là vont également perdurer dans le temps. Donc ce n'est pas ce qui m'inquiète. Par contre, on a une rotation vers le cyclique, vers la value. Alors, rotation qui a déjà été très forte. Si on regarde les défensives par rapport au cyclique, là, les cycliques ont très très bien performé depuis plusieurs mois. On n'est pas tout à fait au même niveau sur la value contre la croissance. Là, il y a encore du potentiel. Encore une fois, il me semble que dans un contexte de très forte croissance, d'ici lors du printemps et cet été, et de pousser de l'inflation, cette rotation va se poursuivre. Bon, restez positionnés sur l'idée de cette rotation, le thème de la réouverture, le thème de la reprise cyclique. Comment est-ce qu'on fait quand on est gérant croissance, Adrien ? Il n'y a pas que des fonds croissance chez Mandarine, bien sûr. Marc Renaud est un investisseur value historique de la place parisienne, mais vous pilotez notamment des fonds croissance. Est-ce qu'on a déjà des points d'entrée ? Est-ce que déjà vous trouvez sur certaines valeurs qui étaient peut-être trop chèrement valorisées des intérêts pour revenir ? Est-ce que c'est trop tôt ? Oui, on trouve effectivement des points d'entrée. Il y a des mouvements un peu caricaturaux avec des titres qui ont des très bons profils, des perspectives de croissance qui n'ont fait que s'être améliorées les 12-18 derniers mois et qui ont eu des parcours accidentels récemment parce qu'effectivement dans des paniers ou dans des histoires de rotation sectorielle. Donc voilà, je pense typiquement à Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, c'est un titre qui a beaucoup souffert ces 12 derniers mois de son exposition au marché aéronautique et automobile
Et c'est un titre qui, depuis qu'on a un peu plus de visibilité sur la réouverture et ce fait que ces deux secteurs vont mieux, ne performe pas. Donc c'est typiquement un titre qui est encadré comme étant une valeur technologique, mais qui, dans la réalité de ses sous-jacents, en fait, a des réalités industrielles très fortes et qui me semble, moi, tout à fait intéressante de continuer à accompagner avec des potentiels de développement tout à fait intéressants. Donc, voilà, dans des périodes comme ça, voilà, on essaie d'être vraiment au cœur de la connaissance des entreprises et effectivement de profiter un peu de ces mouvements, j'allais dire, erratiques, assez binaires et qui permettent effectivement de matérialiser des opportunités. L'autre élément, c'est d'être un peu plus effectivement sélectif sur les niveaux de valorisation et de faire attention aux deux éléments que je mentionnais tout à l'heure. C'est, je pense, la capacité à passer les hausses de matières premières au client final, parce que je pense que ça, c'est un élément assez différenciant dans l'univers des valeurs croissances. Il y en a qui ont le potentiel de passer les hausses de prix, d'autres, c'est plus difficile. Et puis le niveau de... Même face à une demande qui va être booming, vous dites, pour certaines entreprises, ce sera quand même compliqué. Oui, par nature, il y a des métiers où on sait qu'il faut 6, 12, 18 mois pour réussir à passer la hausse de prix, parce que c'est des métiers un peu plus fragmentés où on n'a pas une capacité d'innovation qui permet de justifier la hausse de prix. Donc voilà, typiquement, on parlait de la consommation de base. C'est des métiers qui, avec un pétrole qui va faire 40 à 60 $, aura des impacts sur les composants et donc le prix final dans la marge brute du fabricant. Donc voilà, on est attentif à ça. Et je parlais aussi des bilans, parce que vous l'avez mentionné, c'est que 20 bips de hausse de taux réel aujourd'hui, mais moi je pense qu'il faut continuer à faire attention au sujet bilanciel, et que si cette hausse de taux perdure, on va se reposer la question effectivement des niveaux d'endettement de certaines du coût de financement pour certaines entreprises. En conclusion avec vous, Gilles, alors on a compris, il y a des secteurs évidemment moins bien notés chez vous aujourd'hui, avec peut-être moins d'espérance de gain. À l'inverse, qu'est-ce qui vous paraît intéressant aujourd'hui, sectoriellement parlant, spécifiquement parlant? Oui, alors là aussi, à la base, on établit nos ratings valeur par valeur sur plus de 7000 valeurs dans le monde. Donc on a des bons ratings et des mauvais ratings sur tous les pays, dans tous les secteurs, car il faut, selon nous, l'agrégat sectoriel ou pays est une simplification et une synthèse qui peut être utile, mais il faut redescendre au niveau spécifique, valeur par valeur, pour avoir une véritable gestion active. Mais si on reste donc dans le thème des grandes cycliques, on a récemment écrit encore une fois sur une valeur norvégienne, Norsk Hydro, qui est un des géants de l'aluminium dans le monde. L'aluminium est plébiscité par tous les environnementalistes comme faisant partie de l'économie circulaire au plus haut point. Vous savez que l'aluminium est recyclable à l'infini. Et Norsk Hydro, alors l'inconvénient de l'aluminium, c'est que l'aluminium primaire est polluant à produire, mais l'avantage relatif de Norsk Hydro, c'est qu'ils ont un avantage, par tonne d'aluminium primaire produite, ils émettent 30% de moins de gaz à effet de serre que leurs concurrents. Dernier point, la société a effectué un lobbying très efficace auprès de Bruxelles. Et Bruxelles qui a augmenté des droits de douane de façon très importante sur des importations en provenance de pays tiers, en particulier sur la base du caractère polluant des fabrications dans des pays tiers moins exigeants que les pays nordiques en Europe ou que la communauté européenne dans son ensemble. Et donc ça a amélioré très sensiblement la capacité bénéficiaire de Norsk Hydro, surtout son aval d'extrusion d'aluminium. Merci beaucoup, messieurs. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci d'avoir participé à Planète Marché. Gilles Bazissire, président d'Equity GPS, Adrien Dumal, directeur des investissements de Mandarine Gestion, et Vincent Chéniaud, qui était avec nous à distance. Merci à vous trois. Vincent, le directeur de la recherche marché de Generali Investments. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème. Le thème ce soir, c'est celui de l'impact investing, l'investissement à impact, dédié spécifiquement aux émergents. Et on en parle avec Mathieu Nègre, qui est avec nous par téléphone depuis la Suisse, responsable des actions émergentes chez UBP, Union Bancaire Privée. Bonsoir et bienvenue Mathieu. Merci beaucoup d'être avec nous. Les stratégies d'impact investing existent depuis quelques années maintenant au sein d'UBP, mais
vous avez récemment décidé de décliner une stratégie d'impact spécifiquement sur les émergents, une innovation qui est encore assez peu répandue, je dois dire. Mathieu, quelle a été l'idée de départ pour bâtir cette stratégie et comment est-ce que cette stratégie d'investissement impact se décline spécifiquement pour les émergents ? Oui, écoutez, le fonds Impact a été lancé en 2018. C'était l'idée qu'ont eu d'autres sociétés de gestion, mais on faisait partie des précurseurs, je dirais, dans ce domaine, de développer une approche impact dans le secteur listé, puisque historiquement, c'est une classe d'actifs qui existait dans les marchés privés, dans le private equity, le venture capital. Mais si on voulait le rendre accessible au plus grand nombre, il fallait aller vers des investissements lissés pour s'attaquer à des sociétés de plus grande taille, à des investissements plus liquides et plus accessibles. Et donc ça s'est lancé en 2018 et très rapidement, moi je travaille dans le même bureau que Victoria Leggett qui avait lancé ce premier fonds. Il nous est apparu que les émergents étaient un secteur tout à fait approprié pour ce type d'investissement. Pour des raisons dont on peut vous parler maintenant si vous voulez. Oui, bien sûr. Oui, qu'est-ce qui fait... Quelle est la spécificité justement de l'impact investing dédié aux émergents ? Est-ce qu'on y retrouve les mêmes thématiques, les mêmes verticales que l'impact investing dont on parle pour nos économies développées, ou est-ce que ce sont déjà des sujets différents, Mathieu ? Alors, on y retrouve les mêmes thématiques en partie, mais pas toujours les mêmes acteurs, et puis on s'intéresse à des choses différentes. Donc, deux choses que je dirais sur ce sujet. La première, c'est que nous, on fait de l'impact investing dans le cadre, si vous voulez, des objectifs de développement durable des Nations Unies. On essaie de faire un lien entre un développement durable et les sociétés dans l'activité. Et quand on s'intéresse aux objectifs de développement durable et à la durabilité des entreprises, on s'aperçoit qu'il y a énormément de choses à faire dans les émergents qui sont d'une certaine manière déjà faites dans les pays riches. Quand on parle d'accès à l'eau ou à l'électricité ou à certains services éducatifs de base, c'est pas quelque chose de particulièrement si vous voulez, centrale dans le débat national, par exemple en France, alors que ça l'est ailleurs. Donner accès à l'eau, aux services de sanitation ou à l'électricité dans un pays comme le Brésil, par exemple, ça peut faire la différence pour certaines populations. Et il y a des sociétés qui sont cotées dans ces pays-là et qui font justement ce métier-là et qui, dans leurs investissements, permettent d'accroître le nombre de ménages qui, par exemple, ont accès à ces services de base. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que on a des sociétés dans les émergents qui ont des spécialités que parfois on ne retrouve pas dans les pays développés. Si vous vous intéressez par exemple à la chaîne de valeur de beaucoup de produits industriels, mais en particulier de la voiture électrique ou des batteries, ou de ce type de technologies qui sont utilisées dans la transition énergétique, vous allez retrouver un très grand nombre de sociétés qui sont basées en Asie, en Chine, à Corée, à Taïwan, et qui sont potentiellement négligées par les fonds qui ont un focus plus sur le Japon, l'Europe ou les États-Unis. Donc, via cette approche, on a aussi accès à des sociétés qui sont des champions de ces secteurs-là et qui peuvent être utiles du point de vue de leur impact, par exemple, sur la transition énergétique. Quand vous dites société dans les émergents, Mathieu, votre univers d'investissement est avant tout focalisé sur des sociétés émergentes, qui sont flaguées, si je puis dire, ou immatriculées dans des pays émergents, ou est-ce que ce sont également des sociétés globales dont l'activité est très présente dans les émergents ? Écoutez, aujourd'hui, beaucoup de multinationales ont des activités partout dans le monde, donc il faut un critère précis, objectif. Nous, le critère qu'on a retenu, c'est le seuil de 50%, soit des revenus, soit des actifs. Donc, à partir du moment où vous avez 50% de vos revenus ou de vos actifs, même si votre place de cotation est New York, si votre incorporation est aux Pays-Bas, alors vous pouvez être concerné par un investissement de notre fonds émergent. Est-ce qu'on peut citer quelques exemples emblématiques justement de sociétés qui font partie de vos convictions et peut-être définir aussi quel type d'impact elles ont, alors parce que c'est toujours l'approche de l'impact investing a toujours cette notion extra-financière en équivalence avec la performance financière. Sur les thèmes que vous avez cités, est-ce qu'il y a des entreprises emblématiques, Mathieu, et comment on mesure justement la performance d'impact de ces entreprises ?
Alors la question de la mesure d'impact est effectivement une question critique. On a une estimation d'un indicateur de performance non financier pour chacun de nos investissements qui constitue la mesure, le cœur, si vous voulez, de la mesure d'impact. Alors des exemples emblématiques. Bon, malheureusement, je ne suis pas un gérant US, donc je ne peux pas citer quelque chose d'aussi célèbre que Tesla, dont vous parliez juste à l'instant, mais je peux essayer de faire de mon mieux. Il y a une société qui est assez connue des investisseurs internationaux qui s'appelle Safaricom, qui est le leader des télécoms et de la téléphonie mobile au Kenya, et qui a développé, si vous voulez, des services d'accès à la finance via de la technologie de base et aussi de plus en plus maintenant les smartphones qui s'appellent M-Pesa et qui permet d'améliorer l'accès aux services financiers au Kenya de manière significative. Donc Safaricom par exemple est un de nos investissements. Ailleurs, des sociétés, alors bon, là on descend d'un cran si vous voulez en termes emblématiques, mais en Inde, vous avez une société qui s'appelle Bandhan Bank qui est née il y a de nombreuses années en tant qu'association de microcrédit et qui aujourd'hui est devenue une banque avec une licence nationale en Inde et qui a toujours ce focus sur les petits entrepreneurs et accompagner les petits entrepreneurs dans toute leur carrière depuis leur premier microcrédit jusqu'à, dans le meilleur des cas, donc tous les services financiers qu'on peut proposer aux entrepreneurs qui ont réussi et qui a toujours, si vous voulez, cette éthique et cette concentration sur les questions sociales depuis toutes ces années. Et puis pour parler de technologie, puisqu'on parlait de transition énergétique, en Asie, vous avez tout un ensemble de leaders sur les différentes questions énergétiques. Nari Technologies est au cœur de la thématique de tous les investissements qui sont faits dans le réseau électrique, au niveau de la transmission de l'électricité et de tous les upgrades de réseaux électriques qui sont faits en Chine pour faire face à la montée en puissance des renouvelables. Eux, ils ne font pas des renouvelables en tant que tels, mais ils font les équipements qui permettent au réseau électrique d'absorber, si vous voulez, cette nouvelle électricité de la manière la plus flexible possible. Ils sont tout à fait leaders sur leur secteur. Et puis voilà, je peux vous en donner d'autres, mais c'est trois exemples de ce genre. Ouais, sur la base de ces exemples, Mathieu, justement, là, quels sont les critères précis, concrets, de mesure d'impact que vous avez pu définir si on poursuit dans ces exemples, Mathieu ? Alors, par exemple, si on s'intéresse à Safaricom, ça va être le pourcentage de revenus qui est représenté par l'activité d'accès à la finance. On considère que la partie téléphonie mobile est utile mais relativement neutre, puisque d'autres sociétés le font de toute façon, mais que leur point de différenciation, ça va être le nombre de personnes et le nombre d'argent, le nombre de transactions facilitées et la quantité d'argent prêté à travers leurs activités financières. Dans le cas de Bandhan Bank, ce sera aussi l'enveloppe de microcrédit et la qualité, un indicateur qualitatif de qualité, si vous voulez, des prêts qui sont faits dans le secteur des prêts aux petits entrepreneurs. Et dans le cas des sociétés qui travaillent dans la transition énergétique, c'est un peu plus facile parce qu'on arrive en général à relier de manière soit directe, soit indirecte. Dans certains cas, c'est eux qui le calculent. Dans d'autres cas, il faut qu'on fasse une estimation, mais on arrive en général via des indicateurs d'efficacité énergétique et de leur contribution à l'amélioration de l'efficacité énergétique à calculer tout simplement soit un nombre de kilowattheures d'énergie renouvelable produite, par exemple, ou un nombre de tonnes de CO2 économisées grâce aux investissements d'infrastructures qui sont faits dans le cadre de Nari Technologies. Pour conclure, Mathieu, est-ce que cet investissement a un impact, que ce soit pour les émergents ou en général, est-ce que c'est encore un type d'investissement qui s'adresse à une sphère de clients spécifiques, ou est-ce qu'aujourd'hui, il y a une vocation plus universelle ? On n'a pas si vous voulez, de cible particulière. Je dirais que c'est spécifique au sens où on a un double mandat. C'est-à-dire qu'on cherche un profit financier, mais on cherche aussi un bénéfice social et environnemental. Et c'est pas forcément du goût de tout le monde. Voilà. Il faut que ce soit inclus dans les préférences
de l'investisseur qu'il a un certain intérêt pour ces questions-là. Sinon, la partie non financière, il risque de pas trouver ça très intéressant. Mais si votre question c'est entre les petits investisseurs, entre guillemets, les investisseurs particuliers, les clients institutionnels, on a aujourd'hui un intérêt qui vient de toutes les catégories. De ces deux côtés-là, des clients privés. Donc c'est plus une question de préférence personnelle, de gens qui viennent vers nous en disant voilà, ça compte pour moi, est-ce qu'on peut faire quelque chose via mon portefeuille ? Merci beaucoup Mathieu. Merci de nous avoir parlé de cette stratégie d'impact investing, l'investissement à impact dédié en l'occurrence aux émergents. Mathieu Nègre qui était avec nous par téléphone, responsable de la gestion actions émergentes chez UBP. Ainsi se termine cette émission Smart Bourse pour ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.